Monsieur le ministre, suite au tollé suscité localement par l'annonce d'une absorption imminente de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne par l'université de Lyon, le vote des statuts d'un nouvel établissement unique par le conseil d'administration de l'université stéphanoise, qui devait intervenir mi-décembre, a été reporté. Ce vote revêt une importance capitale, vitale pourrait-on même dire, puisqu'il actera par là même la disparition de l'université Jean Monnet comme établissement d'enseignement supérieur et de recherche autonome, et celle de sa personnalité juridique et morale. Depuis 50 ans, dans la continuité des décisions visionnaires de l'ancien maire Michel Durafour, des élus stéphanois de tous bords se sont battus pour obtenir la création de l'université de Saint-Étienne, son autonomie et une offre pluridisciplinaire de qualité sur le territoire stéphanois. L'UGM compte aujourd'hui plus de 20 000 étudiants et nombre de ses laboratoires de recherche apportent leur pierre à l'édifice d'une coopération nationale et internationale et sont pour certains leaders en leur domaine. La coopération avec les établissements lyonnais existe déjà et elle fonctionne. La disparition de l'université Jean Monnet comme établissement d'enseignement supérieur et de recherche autonome s'accompagnera de la disparition quasiment de tous les pouvoirs décisionnels et de pilotage stéphanois et fait peser un risque au regard du déséquilibre entre les deux entités de voir l'offre d'enseignement supérieur des premiers, deuxième et troisième SLIC se rétrécir à Saint-Étienne. Est-il indispensable d'opérer un choix aussi radical qui n'offrira aucune possibilité de retour en arrière, faisant définitivement de notre territoire une succursale académique de Lyon? Vous avez évoqué la disparition, je vous cite, de l'université de Saint-Étienne, et en préambule, moi je veux dire que l'enseignement, la recherche ont un bel avenir à Saint-Étienne. C'est un pôle d'excellence et il a vocation à se développer, à se perpétuer, à s'affirmer à l'échelle internationale. Ces fameuses IDEX, permettez-moi de revenir un instant sur ce sujet. Effectivement, ces IDEX, elles ont un objet, c'est de constituer des pôles universitaires de rang mondial, comparables aux établissements les plus renommés. Et ce sont les universités d'ailleurs de Lyon 1, Lyon 3, Saint-Étienne et de Normal Sup Lyon qui se sont engagées depuis de nombreuses années déjà dans la construction d'un projet susceptible de remporter l'IDEX. Je crois que les porteurs du projet s'attacheront à ce qu'il y ait naturellement pas d'effacement de l'offre de formation ou de recherche, ni de l'autonomie de la gouvernance de Saint-Étienne. Madame la ministre, 3 questions concrètes sur les questions d'enseignement supérieur. La première, avec la crise sanitaire, pouvez-vous nous confirmer que les processus de rapprochement, de fusion entre universités sont bien gelés, que les discussions ne se poursuivent pas sans que les élus locaux ou nationaux n'en soient informés? Par exemple, le processus de fusion engagé entre les universités de Lyon, Lyon 1 et Lyon 3, l'École normale supérieure et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Monsieur Juanico, vous savez, je pense que j'ai prolongé les mandats de tous les conseils d'administration des établissements qui n'avaient pas procédé à des élections ou qui étaient en fin de mandat. Cette prolongation, elle est possible jusqu'au 31 décembre et au fur et à mesure que les élections pourront se terminer et se tenir, les choses pourront rentrer dans l'ordre. Actuellement, tous les conseils d'administration dont les mandats ont été prolongés dans le cadre de la mesure d'état d'urgence gèrent les affaires courantes. Dans les autres établissements, les conseils d'administration ont toute légitimité, les présidents aussi, donc je n'ai pas de connaissance particulière de ce qui est en train de se passer actuellement à Lyon. Madame la ministre, j'ai un peu de suite dans les idées. Je voudrais vous interroger sur l'article 21 de la LPPR sur les coopérations renforcées entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Le projet actuel mené au forceps d'IDEX, université cible visant à la fusion de 3 entités lyonnaises, l'ENS, Lyon 1, Lyon 3 et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, a du plomb dans l'aile. Il est voué à l'échec. Il suscite une opposition quasi unanime, à la fois des universitaires à Saint-Étienne et de l'ensemble des collectivités territoriales et des élus de la Loire. Tous souhaitent le maintien d'une personnalité morale et juridique propre à l'université Jean Monnet. Et donc, vous avez annoncé un certain nombre d'avancées, le report du conseil d'administration au 23 octobre au lieu du 30 septembre, le changement de nom qui intégrerait Saint-Étienne, mais aussi la garantie sur le CHU de Saint-Étienne. Mais il faut un plan B, alternative de coopération, qui privilégie une association et non
une fusion et qui puisse inclure d'autres établissements, comme par exemple Lyon 2. Il faut susciter l'adhésion. Comptez-vous réunir, comme je vous l'ai suggéré dans un courrier, l'ensemble des élus de la Loire et du Rhône concernés par ce projet? Et puis, Monsieur Juanico, oui, bien sûr, je suis très au courant du sujet IDEX de Lyon. Comment vous dire? C'est pas moi qui ai pris l'engagement devant un jury international de proposer une structure et une structuration du paysage de l'ESR en contrepartie de financement. Donc, moi, je vais accompagner les acteurs, mais comme je l'ai fait dans les endroits qui ont eu du succès, comme dans les endroits qui n'en ont pas eu. Ça n'est pas au ministère de dire que les établissements fusionnent ou que les établissements se mettent en association. Certainement pas. La présidente de Saint-Étienne a été réélue récemment sur un projet très clair qui était réussir l'IDEX. Quand vous dites l'ensemble des personnels de Saint-Étienne sont contre ce projet, je suis un peu surprise parce que c'est quand même eux qui ont élu leur présidente. Vous me dites que les élus estiment qu'il est très important de garder une université de plein exercice. Je leur dis que ce dont nous sommes en train de parler, c'est un projet académique d'enseignement supérieur et de recherche qui a été porté et présenté par des établissements qui, depuis, ont renouvelé leurs instances. Et moi, je soutiendrai les projets portés par les établissements. Et s'ils décident de ne plus tenir les engagements qu'ils ont pris devant le jury international, eh bien, ils perdront les financements de l'IDEX. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça s'appelle prendre ses responsabilités. J'en serai navrée. Comme nous le disons avec Nathalie Sarl, ma collègue, dans notre rapport, l'orientation est aujourd'hui le maillon faible de l'accès à l'enseignement supérieur et nous avons pu le constater lors de nos nombreuses auditions, y compris sur le terrain dans notre département de la Loire. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs, les professeurs principaux, il y a aussi les enseignants, les chefs d'établissement, il y a les psychologues de l'éducation nationale, il y a aujourd'hui les régions qui ont aussi un bout de compétences sur l'information et donc c'est vrai que c'est difficile de s'y reconnaître. Donc nous souhaitons que l'orientation des lycéens et même des collégiens à travers les parcours de découverte des métiers et des formations se fasse de façon choisie et non plus subie et qu'on puisse graver dans le marbre des heures chaque année d'orientation, que ce soit une matière à part entière. Nous puissions aussi former mieux nos enseignants et nos professeurs principaux à ce qu'il y ait une orientation qui puisse être réussie dans la durée pour pouvoir réussir dans l'enseignement supérieur. Ce projet de loi de programmation de la recherche pluriannuelle pour les années 2021 à 2030 était très attendu par les membres de la communauté scientifique. Force est de le constater, il ne les rassure pas, au contraire même, il les inquiète. La recherche française est en crise et celle-ci est avant tout liée aux attaques régulières et à l'appauvrissement continu qu'elle subit depuis de trop nombreuses années. Le projet que vous proposez ne permettra pas d'endiguer la précarisation grandissante des métiers de la recherche. Il la renforce. Plus pernicieux, et ça vient d'être évoqué par Patrick Hetzel, pour la première fois dans l'histoire de notre Parlement, un projet de loi de programmation se fait sur 10 ans. Vous parlez d'un projet ambitieux, une vision sur le long terme, mais ce n'est rien d'autre qu'un mensonge budgétaire. Et d'ailleurs, Valérie Rabault l'a démontré avec talent dans sa motion de rejet préalable. Il manque 6 milliards d'euros en 2027, mais même aussi en 2030 dans la trajectoire financière. L'effort budgétaire pour atteindre les objectifs de 3% du PIB dédiés aux dépenses de recherche et les 1% en recherche publique ne débute que très lentement, puisque vous faites porter les hausses budgétaires les plus importantes dans les 3 dernières années, de 2028 à 2030. Le monde de la recherche mérite des moyens, de la stabilité et de la clarté. Nous proposons de revenir sur une programmation de 7 ans, avec un investissement d'1 milliard d'euros chaque année. Il faut que la recherche publique soit à 1% du PIB, comme l'Allemagne, qui vient d'atteindre ce seuil en 2019, afin de remettre la France sur les rails de l'excellence scientifique mondiale. Madame la ministre, vous clamez votre enthousiasme. C'est très bien. Mais attention, au-delà des proclamations et des lois d'intention, à ce que la loi de programmation pluriannuelle ne se transforme pas en une promesse de Gascon. Cet amendement vise à investir dans la rénovation des universités,
Nos 74 universités françaises accueillent 1 600 000 étudiants, 150 000 personnels, près de 61 000 chercheurs, 3 000 laboratoires. Elles sont aussi le premier opérateur de la recherche. Et pourtant, aucun budget conséquent n'est dégagé pour elles dans cette loi de programmation budgétaire. Aussi, avec 18 millions de mètres carrés de parc immobilier public, les universités représentent à elles seules un tiers des bâtiments publics françaises. Et elles sont malheureusement nombreuses à être aujourd'hui vétustes et à représenter des passoires thermiques. D'ailleurs, c'est le deuxième poste en dépenses de fonctionnement pour les universités, derrière les dépenses de personnel, et ça représente aujourd'hui l'immobilier 777 millions d'euros dans le projet de loi de finances 2019. La rénovation des établissements, et notamment ces dépenses immobilières, sont donc d'autant plus urgentes que 69 000 étudiants supplémentaires arrivent d'ici 2028 et que le manque de place est criant. Cette rentrée en a encore été l'exemple, 50 000 étudiants supplémentaires. Nous avons souligné avec la députée Nathalie Sarl dans notre rapport du comité d'évaluation et de contrôle sur Parcoursup et l'accès à l'enseignement supérieur qui a été rendu le 22 juillet, qu'il y avait nécessité très vite d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants qui arrivent en masse, nombreux, lors des prochaines rentrées universitaires.